Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle présentation sur la glace, édition du 26 avril 2021. Lentement mais sûrement, on approche de la fin de la saison. On sera là jusqu'au 17 mai dans le cadre de Sur la glace. D'ailleurs, le 17 mai va marquer le centième épisode de Sur la glace depuis qu'on a parti ce projet-là. Voilà maintenant 4 ans. Donc aujourd'hui, on est à quoi? Le 97e. C'est ça. Il va en avoir 3 en mai. Ça va faire 100. On va terminer ça le 17 mai. Parlant du 17 mai, on a appris aujourd'hui que ce serait la fin de la saison du Rocket de Laval, ce 17 mai aussi, parce qu'on a finalement replanifié les matchs contre les Marlies de Toronto. J'aurai l'occasion de vous en reparler. On a beaucoup de choses, comme c'est le cas chaque semaine. On va parler un petit peu plus tard et je vous invite à demeurer des nôtres avec probablement l'espoir numéro 1 au monde pour la séance de sélection de 2022, Shane Wright, l'attaquant des Frontenacs de Kingston, qui va être le capitaine de la formation canadienne des moins de 18 ans. Le championnat mondial des moins de 18 ans qui commence aujourd'hui au Texas. Le Canada qui va jouer son premier match demain contre la Suède. Ce sera présenté d'ailleurs sur nos ondes RDS. Je vais vous en reparler abondamment un petit peu plus tard. On va faire le tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont en marche dans 4 des 6 séries. Il y a déjà des équipes qui, ce soir, font face à l'élimination. On va s'entretenir avec le directeur général des Saguenay-Chicoutimi et entraîneur-chef Yannick Jean. Et on va évidemment revenir sur cette autre semaine parfaite du Rocket. On se répète cette année, mais honnêtement, on est allé chercher encore une fois 3 victoires à l'étranger, 3 victoires à Ottawa. Mercredi dernier au compte de 5-4. Vendredi soir au compte de 3-0 et samedi après-midi au compte de 4-1. Donc, 3 autres victoires qui portent la fiche à 22 victoires, 5 défaites et 2 défaites en bris d'égalité pour le Rocket cette saison. Bien installé au premier rang du classement général de la Ligue américaine. Malheureusement, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Il reste 7 matchs à jouer qui vont s'échelonner là, du 4 au 17 mai prochain. Il n'y a pas de match cette semaine pour le Rocket de Laval, ce qui va nous permettre de nous concentrer, nous, à RDS, sur le mondial des moins de 18 ans. Alors, justement, parlons-en de cette semaine du Rocket. 3 victoires. Ryan Poehling qui est allé chercher encore des points dans chacun des matchs. Il est maintenant au 12e rang de la colonne des pointeurs de la Ligue américaine. Ça va vraiment bien pour Ryan Poehling qui est probablement le joueur par excellence du Rocket depuis, je dirais quoi, depuis au moins 1 mois et demi, 2 mois. Là, c'est sans aucun doute un des meilleurs joueurs de la formation lavalloise. Michael McNiven a signé 2 victoires devant le filet du Rocket, probablement son blanchissage le plus facile en carrière vendredi soir dans le gain de 3-0. Il a fait face seulement à 12 tirs au but des Sénateurs de Belleville. On a donné le match de samedi après-midi à Vassili Demchenko, qui est allé chercher sa 2e victoire en 3 matchs avec le Rocket cette saison. On sait que Charlie Lindgren et Caden Primo sont présentement avec le Canadien en raison de la blessure de Carey Price. Donc, la relève a bien fait du côté du Rocket. Soulignons aussi le premier but en carrière de Cameron Ellis samedi après-midi. Ça lui a repris 11 matchs finalement pour inscrire ce premier but. Cameron Ellis qui a fait dévier un tir là, lors du match de samedi. Et mercredi dernier, il y a le défenseur Toby Paquette-Bisson qui a marqué également son premier but en carrière dans la Ligue américaine. On a eu les retours au jeu également la semaine dernière, là, des éléments importants. Alex Belzil est revenu, Lucas Veidemo est revenu, Jesse Ilonen est revenu au jeu également, Brandon Baddock est revenu au jeu, Lucas Veidemo. Alors, honnêtement, là, pour le Rocket, c'est une saison exceptionnelle. Une seule défaite en temps réglementaire, là, le 6 avril dernier contre Stockton 3-1. Une seule défaite en temps réglementaire depuis le 13 mars. Alors, ça fait 1 mois et demi, là, le Rocket a perdu un seul match en dedans de 60 minutes. L'autre défaite, c'est une défaite en tir de barrage contre le Moose du Manitoba au compte de 4-3. Il faut-il rappeler que cette défaite-là, le Rocket l'avait échappé à 1 seconde de la fin après avoir mené par 2 buts dans la dernière minute. Alors, même dans les 7 défaites de l'équipe, 5 en temps régulier et 2 en bris d'égalité, il y a des matchs là-dedans où le Rocket aurait très bien pu sortir avec la victoire. Alors, c'est une saison comme ça. Et là, avec les réajustements au calendrier, le prochain match du Rocket est prévu pour le 4 mai. Toronto sera à Laval. Ensuite, le 7 mai, ça devait être un match qui devait avoir lieu le 8. On l'a devancé au 7 mai. Les Sénateurs de Belleville sont de passage au Centre Bell. Et ensuite, il y aura 5 matchs contre les Marlies de Toronto. 2 à Toronto, les 11 et 12. Et on va terminer ça avec 3 matchs en 4 jours à Montréal, les 14, 15 et 17 mai contre les Marlies. Donc, 6 des 7 derniers matchs contre les Marlies, dont les 5 derniers.
On a fait quelques twists, si on veut, là, avec le calendrier dans la Ligue américaine, question de pallier à l'absence des Marlies de Toronto qui ont été frappés par des cas de COVID. Donc, on a dû réarranger le calendrier. C'est comme ça dans pas mal toutes les ligues depuis un an et quelques mois. Alors, pas différent dans la Ligue américaine. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec une des meilleures recrues de la Ligue américaine cette saison. Il était le capitaine des Saguenayens de Chicoutimi il y a un an. On a reparlé d'ailleurs de son passage avec les Saguenayens et j'ai voulu m'entretenir avec Raphaël Harvey-Pinard qui honnêtement joue du gros hockey là, cette saison. Il est le seul attaquant du Rocket qui a participé aux 29 matchs. Le seul autre joueur du Rocket qui a joué tous les matchs, c'est le défenseur Corey Schoeneman. Alors, 2 joueurs seulement qui ont participé à toutes les rencontres, dont Raphaël Harvey-Pinard, qui a su se rendre, je dirais, indispensable pour Joël Bouchard et le personnel d'entraîneur du Rocket. Alors, voici cet entretien qu'on a réalisé il y a environ 1 heure avec Raphaël Harvey-Pinard. Notre invité, je vous en parlais un petit peu plus tôt, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket. Et là, je vais faire la phrase que je disais. Raphaël Harvey-Pinard, une des meilleures recrues de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Est-ce que tu es surpris un peu de ça, Raphaël? Oui, c'est sûr, j'étais un peu surpris. Là. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir une année comme ça puis à avoir autant de temps de jeu. Je me rappelle au début, là, je faisais des entrevues puis je disais que mon objectif, c'était d'aller chercher le maximum de matchs, le maximum d'expérience. Puis c'est encore ça, mais je pense que j'ai la chance de jouer beaucoup dans toutes les situations. Donc, je suis vraiment content de ma saison jusqu'à maintenant. Là. Corrige-moi si je me trompe. Tu étais un peu sur l'escouade de réserve au départ. On n'était pas sûr que tu étais pour jouer là, dans les premiers matchs de la saison. Puis là, aujourd'hui, tu te retrouves, tu es le seul attaquant qui a joué les 29 matchs. Oui, c'est ça. C'est, je pense, exactement. Là, on ne savait pas trop les lignes au début avant que ça commence. Puis la blessure à Belzile, ça m'a donné comme une opportunité en début de saison. Puis je l'ai saisi. Puis je suis vraiment content jusqu'à maintenant là, d'avoir joué tous les matchs. C'est de l'expérience pour moi. Puis c'est une belle année de développement. Là. Qu'est-ce qui a été le plus gros ajustement quand tu regardes ça là, avec une trentaine de matchs derrière toi? Là? Je dirais deux grosses différences avec le junior majeur. Là, probablement la vitesse. Pas nécessairement juste la vitesse de patin, mais la vitesse d'exécution. Tu as moins de temps pour réagir. Tu as souvent un gars sur toi plus rapidement. Puis l'autre aspect, là, je ne suis pas un gars qui est nécessairement gros. Donc c'est sûr que l'aspect comme maturité des gars, les gars sont plus gros, sont plus forts. Puis mon style de jeu, c'est d'aller devant le but, dans les coins. Donc c'est sûr que ça demande plus d'énergie. Puis les coups de bâton sont un peu plus pesants que dans le junior. Là. On a souvent comparé ton style à Brandon Gallagher. Tu t'inspires un peu de ça, de ce qu'il fait, quoi? Ah, c'est sûr que oui. Là, à chaque fois que je regarde les Canadiens jouer, pas en ce moment parce qu'il est blessé, mais j'essaie de regarder le plus possible Brandon Gallagher. Je pense que c'est un bel exemple, une belle inspiration pour moi. Puis de me faire comparer à lui, c'est vraiment flatteur. Puis j'essaie d'amener les aspects qu'il fait dans sa game, dans ma game à moi aussi. Puis c'est un joueur qui est le fun d'avoir joué. Il donne tout le temps son 200%. Puis c'est un bel exemple pour moi. Là. Quand on regarde le Rocket, le 22 victoires en 29 matchs, c'est extraordinaire comme saison. Là, on connaît la situation. Vous avez joué contre les mêmes équipes et tout ça. Tout ça, c'est venu comment? Là? On a beaucoup parlé. Je pense que vous avez utilisé 38 joueurs différents. Tout le monde a embarqué dans le plan proposé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Oui, vraiment. Là, je pense qu'on a tellement un beau groupe de joueurs. On est vraiment beaucoup, mais il y a eu plusieurs blessures. Puis à chaque fois qu'il y avait des blessures, il y a quelqu'un qui était prêt à embarquer dans l'alignement pour vous donner son 200%. Puis je pense que ça fait la différence. On communique bien ensemble. On a vraiment une belle chimie. Puis ça paraît sa patinoire depuis le début de l'année. Là. On t'a utilisé sur un premier trio, on t'a utilisé sur un troisième, à gauche, à droite, puis ça continue quand même de bien aller. Ça c'est un arc de plus dans une corde de plus à ton arc, dans le fond. Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'un des affaires que je travaille souvent dans ma partie, c'est d'être capable d'être polyvalent, peu importe ce que je joue. Puis, le fait cette année d'avoir la chance de jouer à gauche puis à droite, comme tu as dit, c'est bon pour moi. Ça me permet de voir différents aspects de la game puis pratiquer mes deux côtés. Là. Tu étais bien installé sur un trio il y a quelques semaines. Quand Caulfield est arrivé, on t'a pris et on t'a descendu sur le troisième trio, puis ça n'a pas changé. Comment est-ce qu'on réagit quand on est un joueur comme ça, que ça va bien, puis là, oups, c'est un haut choix de repêchage qui arrive puis qui casse un peu ce qu'on a établi avant? Tu te dis, est-ce qu'il y a une forme d'injustice ou c'est correct? Ou comment tu as vécu ça?
Alors, pas d'injustice pour moi. Je pense que c'était vraiment correct. Joël m'a rencontré pour m'expliquer sa décision. Puis en même temps, moi, je suis. Peu importe sur quel trio que je suis, c'est d'amener mon identité, d'amener mon éthique de travail. Donc, que je sois sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, ça ne change pas pour moi. Puis je vais tout le temps travailler fort pour faire la différence dans le match. Tu t'es entraîné avec lui, tu as eu la chance de jouer 2 matchs avec lui. Cole Caulfield, d'après toi, il est capable de jouer dans la Ligue nationale? Là? Ah oui, je suis convaincu. Là. Je pense que après la première partie à Toronto, je pense qu'il y avait pas mal de gars dans le vestiaire qui étaient surpris de la façon qu'il était bon offensivement. Tu vois, automatiquement, tu vois à quel point que son niveau offensif il est supérieur à la moyenne. Puis je pense que ça va l'amener loin. Est-ce que pour toi, en ce moment, il y a des pourparlers de contrat, puis tout ça, la saison achève, il reste 7 matchs. On a eu l'horaire tantôt là, des matchs qui restent avec Toronto, on les a recédulés. Est-ce que pour toi, il se passe quelque chose à ce niveau-là? Là? Non, en ce moment, on ne parle pas de contrat en ce moment. Là. Mais t'espères qu'avec ce que tu as mis sur la table, là, le Canadien va revenir avec toi, là, ou? Oui, c'est ça. Je pense que l'objectif de cette saison-là, pour moi, c'est de laisser ma carte de visite, montrer ce que j'étais capable de faire sur la patinoire. Donc, c'est sûr que mon but, c'est de re-signer avec le Canadien. Mais en ce moment, je vais me concentrer sur les 7 derniers matchs, puis après ça, on verra. Là. Le fait qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires, on a avalé la pilule, comme on dit? Ou? Oui, on a avalé la pilule. Je pense en ce moment, il y a tellement de personnes, tellement de joueurs de hockey qui ne peuvent même pas jouer qu'on est juste choyé de pouvoir jouer des parties. Puis on en profite au maximum. Même s'il n'y a pas de série, c'est une année de développement, d'expérience pour tous les gars. Puis je pense qu'on a du plaisir à jouer, puis ça paraît sur la patinoire. Là. Est-ce que tu surveilles un petit peu tes anciens chums des Saguenay-Chicoutimi qui sont en série présentement? Là, il y en a encore beaucoup du groupe de l'année passée qui mènent 2-0 contre Sherbrooke. Là. Oui, c'est ça. J'ai regardé les faits saillants. J'ai pas pu regarder les parties, mais je leur ai envoyé un petit message avant la série. Puis c'est sûr que je suis derrière eux puis je leur souhaite la meilleure des chances. Là. Une série Chicoutimi-Sherbrooke l'an passé, ça aurait été bon. Peut-être un peu moins bon cette année parce que Sherbrooke n'a pas la même équipe, là, mais. Non, c'est sûr, ça aurait été une bonne série l'année passée. Je pense qu'on était deux très bonnes équipes sur la patinoire. Puis ça aurait joué du bon hockey de série, c'est sûr. Là. Raphaël, merci beaucoup. Félicitations pour ce que tu as accompli à venir jusqu'à présent. Puis on te souhaite une belle fin de saison. Merci beaucoup. C'était Raphaël Harvey-Pinard, excellente recrue du Rocket de Laval, qui honnêtement connaît une saison probablement là, au-delà de ses. Ben, il l'a dit un peu lui-même aussi, au-delà de ses espérances. En tout cas, au-delà des miennes. Je savais que Raphaël Harvey-Pinard pouvait être un excellent joueur, mais on peut le comparer à Brandon Gallagher dans la Ligue nationale. On peut comparer également son désir de vaincre, sa hargne à un bonhomme comme Yannick Gourde. D'ailleurs, on va vous présenter tantôt une entrevue avec Yannick Jean, qui est l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens, qui revient justement sur le passage de Raphaël Harvey-Pinard avec les Sags l'an passé. Et lui aussi, il a dirigé Yannick Gourde et la comparaison est excellente. Il est de ce genre de joueur qui profite de ses chances, qui n'abandonne jamais et qui, honnêtement, a réussi là, son objectif numéro 1, qui était de laisser, comme il le dit lui-même, sa carte de visite avec l'organisation du Canadien. Euh, j'ai l'impression qu'il va réussir un jour à jouer des matchs avec le Canadien. Est-ce qu'il va s'établir comme un joueur régulier de la Ligue nationale? Ça, c'est pas encore certain. Mais chose certaine, il fait écarquiller les yeux. Je vais dire ça comme ça cette année. Honnêtement, il fait écarquiller les yeux. Pour compléter notre segment sur la Ligue américaine, mentionnons que Boris Katchouk du Crunch de Syracuse a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine. En 4 matchs, il a récolté 2 buts, 7 passes pour 9 points. Alors, le Rocket en congé cette semaine. Il reste les matchs les 4, 7, 11, 12, 14, 15 et 17 mai. Il y aura des réaménagements de grilles horaires à RDS. J'espère qu'on sera en mesure de vous présenter quelques-uns de ces matchs, mais je sais, là, pour regarder ça vite, vite, qu'il y en a un en conflit avec le Canadien et les sénateurs. Alors, ça va peut-être être difficile. On verra bien. On aura l'occasion de vous tenir informés probablement la semaine prochaine pour ce qui est des matchs présentés sur les ondes de RDS. Du hockey de la Ligue américaine, on va aller au hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où les séries éliminatoires sont en marche. Il y a 2 volets. Il y a 6 séries 3 de 5 qui ont lieu en sol québécois dans des bulles. Et il y a le tournoi à la ronde avec les 3 équipes du Nouveau-Brunswick dans les Maritimes, pendant que les Islanders de Charlottetown, eux, s'entraînent pour attendre le gagnant de ce tournoi à la ronde des Maritimes. Alors, ce tournoi à la ronde des Maritimes a commencé mardi dernier. Au moment où on se parle, le Titan Acadie Batters était premier.
avec 2 victoires et 1 défaite. Les Sea Dogs de Saint John ont 2 victoires, 2 défaites et les Wildcats de Moncton ont 1 victoire, 2 défaites. Le prochain match, c'est Bathurst Moncton mercredi. Évidemment, si les Wildcats parvenaient à aller chercher ce match-là, on serait 3 équipes à égalité à 2 victoires, 2 défaites. Et tout se réglerait dans les 3 derniers matchs pour savoir qui accéderait à la finale de la section des Maritimes contre les Islanders de Charlottetown. Sauf que le Titan d'Acadie Bathurst a une bonne formation. Hier, le Titan a perdu contre Saint John. Les Sea Dogs n'avaient presque pas le choix d'aller chercher ce match-là hier et ils l'ont fait. Il faudra surveiller ce qui va arriver avec Bennett McCarter, qui a été expulsé du côté du Titan, lui qui est le meilleur marqueur de l'équipe depuis le retour au jeu au mois de mars. Il est phénoménal. Il a marqué 21 buts à ses 18 derniers matchs. Il a marqué encore lors des 2 premiers matchs du tournoi à la ronde. Il est vraiment dominant présentement. Mais hier, il a été expulsé du match pour une mise en échec douteuse. Alors, à suivre dans le cas de Bennett McCarter. Pour ce qui est des séries au Québec, les Saguenay-Chicoutimi ont pris les devants 2-0 face au Phoenix de Sherbrooke. C'est pas vraiment une surprise, évidemment. Là, cette année, on n'a pas, comme je parlais avec Raphaël Harvey-Pinard, ça aurait été toute une série l'an passé, Sags-Phoenix, mais cette année, les Sags sont allés chercher 2 victoires, 4-2, 6-3. Les Sags ont quand même encore une meilleure équipe là, sur papier parce qu'on a encore les Dawson Mercer, les Hendrix Lapierre et tout ça pour appuyer tous les vétérans des Saguenayens. Alors que du côté de Sherbrooke, on a fait maison nette. J'ai l'impression que ce soir, ça risque de se terminer là, pour le Phoenix de Sherbrooke qui fait face à l'élimination, match numéro 3, donc présenté au centre Georges Vézina à Chicoutimi. Ça a fait beaucoup jaser aussi le fait que la série se déroulait à Chicoutimi. Le Phoenix s'en est plaint un peu. L'entraîneur Stéphane Julien disait la glace olympique favorise évidemment les Saguenayens qui sont habitués de jouer sur une telle grandeur de patinoire, mais sans rien enlever au Phoenix, je pense que ça aurait été difficile sur n'importe quel genre de patinoire, cette série-là, contre les Saguenay. L'autre duel qui est à 2-0 qui peut se terminer ce soir, ce sont les Tigres de Victoriaville qui ont gagné les 2 premiers matchs contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué là, dans le premier match du côté des Tigres. On pensait peut-être que ce serait plus facile, mais on est allé chercher une victoire de 3-2. Dans le match d'hier après-midi, ça a été un gain de 6-3. Michael Abramov a récolté 5 points dans le match d'hier. D'ailleurs, Michael Abramov est le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. 7 points en 2 matchs dans cette série contre les Huskies. Donc, les Huskies qui, ce soir, font face à l'élimination. Les Huskies qui sont toujours les champions en titre de la Coupe Memorial. Ils vont le demeurer puisque il n'y a pas de tournoi de la Coupe Memorial cette année. Il n'y en a pas eu l'an passé. Donc, ils sont champions depuis mai 2019. Les Foreurs de Val-d'Or mènent 2-0 contre le Drakkar de Bécomo. Ça surprendra évidemment personne. Cette série qui a lieu à Drummondville pourrait se terminer, elle, demain. Les Foreurs qui ont gagné les 2 premiers matchs au compte de 7-2 et de 6-2. Donc, une domination de l'équipe de l'Abitibi contre le Drakkar qui a perdu maintenant ses 12 derniers matchs si on remonte à la saison régulière. La série entre Rimouski et Shawinigan, celle-là est un petit peu plus âprement disputée. L'Océanique qui a surpris en allant chercher la première victoire vendredi soir au compte de 1-0 à Shawinigan, mais les Cataractes ont bien rebondi avec une victoire convaincante pour créer l'égalité 1-1. Alors, ça se poursuit ce soir et mercredi, cette série 3-5 entre l'Océanique et les Cataractes. Les Cataractes, évidemment, sont favoris pour l'emporter. Les 2 autres duels, Gatineau-Blainville, ça va commencer mercredi et Québec-Drummondville, ça va commencer mardi. Alors, il se peut que 2 séries prennent fin ce soir pendant que 2 ne sont toujours pas commencées. La raison est bien simple, c'est que dans le cas de Gatineau, de Blainville et de Québec, on a eu des cas de COVID. Alors, il a fallu donner un petit peu plus de temps pour la préparation. Donc, la série va commencer cette semaine. Ça pourrait se terminer le week-end prochain. Et comme je disais, les Islanders de Charlottetown sont en attente dans les Maritimes. Alors, ça résume un peu ce qui s'est passé là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette semaine. J'ai voulu faire un brin de jasette avec le directeur général et entraîneur-chef des Saguenayens, Yannick Jean, pour revenir d'abord et bien sûr sur cette série contre le Phoenix de Sherbrooke, mais aussi lui parler de justement Raphaël Harvey-Pinard, avec qui on s'est entretenu il y a quelques instants sur les succès qu'il connaît dans la Ligue américaine. Alors, voici cet entretien avec Yannick Jean. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens, Yannick Jean. Yannick, vous avez pris les devants 2-0 face au Phoenix de Sherbrooke. Tout le monde vous mettait probablement gagnant de cette série-là. Est-ce que ça s'est déroulé comme vous pensiez là, pour le début des séries? Bon, on était bien préparé pour le premier match. On a joué 3 grosses périodes de hockey. Lavage a été très, très bon là, devant le filet de l'autre équipe. On les a limités à 6-7 chances de marquer. Lors de la deuxième rencontre, par contre, ils ont été très, très bons lors des 2 premières périodes.
On a manqué de maturité, on s'est laissé un petit peu emporter par nos émotions. Mais on a été solide en troisième période, justement, pour être capable de terminer ce match-là en avance. Donc, tu sais, on calcule qu'on a joué 4 bonnes périodes là, sur 6 à l'intérieur de notre identité à venir jusqu'à maintenant. Il faut se concentrer là, puis essayer d'arriver à répéter ce qu'on a bien fait dans ces bonnes périodes-là là, pour le prochain match. Yannick, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. Est-ce qu'on ressent quand même les séries éliminatoires dans la situation actuelle? Oui, on les ressent. Honnêtement, oui. Je l'ai dit depuis le début, c'est un privilège d'avoir l'occasion de jouer des séries éliminatoires. Tu regardes un peu partout, ailleurs au pays, dans le junior, dans la Ligue américaine ou peu importe. Sans séries éliminatoires, c'est pas pareil. C'est certain que on en entend moins parler en ville. Tu te promènes en ville. Ici, les partisans à Chicoutimi, la foule est tellement présente et tellement intimidante lors des séries pour l'autre équipe. Les gens sont tellement dedans que ça, on le ressent moins, mais on a quand même le feeling que oui, on est en série, puis que les joueurs sont contents de vivre ça, puis d'être en mission. Puis ça termine bien une saison là, qui a été quand même là, assez difficile pour tout le monde. J'ai écrit dans mon texte la semaine passée, ça aurait été le fun, une série Chicoutimi-Sherbrooke avec les équipes de l'an passé. Tu sais, ça aurait été toute une confrontation, je pense. Vous avez décidé, de par l'équipe que vous aviez, de quand même, entre guillemets, essayer cette année, peut-être pas autant. Sherbrooke, on virait ça de bord. Quand tu regardes la situation, là, c'est ce que vous aviez à faire à la période des fêtes, quoi. Bien, regardez, on avait bâti cette équipe-là lors des 4 dernières saisons pour avoir 2 grosses saisons l'an passé et cette année. Assurément, on avait des décisions à prendre à la période des fêtes. On ne voulait pas aller chercher des joueurs qui ne seraient pas de retour dans la Ligue l'an prochain. Il n'était aucunement question d'aller chercher des joueurs pour 3 mois. On est allé chercher de la profondeur, à chercher des joueurs capables de marquer des buts en Félix Lafrance, en Pierre-Éric Dubé, mais c'est des joueurs qui vont être de retour l'an prochain. C'est la raison pour laquelle, à cause de la pandémie, on a pris cette décision-là. Ça aurait été, tu sais, le marché, le contraire, aurait été quasiment là, impensable. Le fait qu'on est obligé de se rajuster à plusieurs occasions, vous deviez avoir un laissez-passer, vous vous étiez battu pour ça, dans le fond, de terminer le plus haut possible. Là, il arrive les situations de COVID, on rejette tout ça à la poubelle, on recommence des séries où là, tout le monde joue. Comment est-ce qu'on vit avec tout ça? Tu sais, il y a toujours de l'incertitude, hein? Tu sais, tu as 2 manières de le voir, puis on dit tout le temps ça. Le verre est à moitié vide ou il est à moitié plein. Tu peux te plaindre, mais quand tu regardes, comme je l'ai dit tantôt au Ouais. préalable, quand tu regardes ailleurs qui n'ont pas l'occasion de jouer de jouer de séries éliminatoires, je pense que rapidement, tu te remets dans le contexte que peu importe la formule, si on veut jouer des séries, il faut s'adapter. Euh, on a mis beaucoup d'emphase sur la préparation mentale justement pour ça. On a demandé énormément d'efforts à nos joueurs pour arriver à être ici sans cas de COVID à l'intérieur de l'équipe. On vit avec un épée de Damoclès toujours au-dessus de notre tête, mais peu importe le format qu'on va avoir à jouer, avoir le privilège de jouer des séries, je pense que c'est à ça qu'il faut se rapporter. Si jamais vous en finissez rapidement avec le Phoenix de Sherbrooke, vous allez avoir encore une longue période là, sans jouer. Ça aussi, ça devient difficile à chaque fois. Là, je sais que tu vas me répéter que c'est un privilège de jouer, mais il reste qu'on n'est pas habitué. Je parlais avec Carl Mallette de Victoriaville qui m'a dit, je pense qu'on a fait 7 camps d'entraînement cette année dans la Ligue. C'est un peu pareil partout. Là, tu sais, C'est énormément d'efforts. Ouais, Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui veut être responsable d'amener le COVID à l'intérieur de son équipe. ouais. Puis, tu sais, un cas de COVID, ben, l'équipe arrête de jouer en entier. Donc, tu sais, il faut faire tellement attention à certaines choses, tellement se checker sur tout. On repasse les pensions au peigne fin à toutes les semaines. On s'assure de ne plus mettre de joueurs qui ont des jeunes dans des écoles dans leur pension. On sort des. Parfois, il y a un cas dans une école, on sort le joueur immédiatement, on l'envoie à l'hôtel. On va continuer on va continuer de faire ça. On va continuer de les gérer à la pièce, au jour le jour. On ne peut pas prendre une solution d'équipe et dire à tout le monde, voici. On ne peut pas espérer mettre tous les jeunes de 16 à 20 ans dans une chambre d'hôtel, dans une bulle, pendant 2 mois de temps. Pour moi, c'est inhumain.
Oui, on joue au hockey, mais la santé mentale de nos joueurs est quand même très, très, très importante au-delà d'avoir la possibilité de jouer au hockey. Donc, faut faire de la gestion au jour le jour. Il n'y a pas d'autre moyen. On s'entretient avec Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi. Yannick, ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de Coupe du Président à Chicoutimi. Advenant que ça pourrait être l'année des Sags, la vivre sans les partisans, comment on trouverait ça? On a beaucoup de travail à faire jusqu'à maintenant, mais Ouais. on l'avait fait en fonction des partisans. Je pense que au-delà des joueurs, c'est vraiment pour eux qu'on est le plus déçus. Oui, on est déçus de ne pas avoir de partisans, pas avoir de partisans dans les estrades pour nos joueurs, mais on est encore plus déçus pour nos partisans qui attendent ça depuis longtemps. Ils ont attendu longtemps avoir l'occasion d'avoir une équipe qu'on a eue l'an dernier, avoir une équipe qu'on a eue cette année. Pour eux autres, je pense que c'est encore plus difficile que ça l'est pour nous. Yannick, avant de te laisser aller, je veux te parler de ton ancien capitaine qui connaît quand même une bonne première saison dans la Ligue américaine avec le Rocket, Raphaël Harvey-Pinard. Écoute, est-ce que tu es un peu surpris malgré tout? Je sais que tu vas me dire que c'est un individu de qualité, puis tout ça, on le connaît, mais avec son gabarit, avec faire le saut du junior à la Ligue américaine, des fois, c'est plus difficile que la Ligue américaine à la Ligue nationale, peut-être. Est-ce que tu es surpris un peu de ses succès? Aucunement, honnêtement. Je me rappelle avoir une discussion avec les autres entraîneurs ici. Il était sur le taxi squad ou sur le cinquième trio avant le match d'ouverture. Puis, j'ai dit, c'est pas grave. Le connaissant, aussitôt qu'il va avoir une chance, il va faire le plus avec, les Anglais disent make the most out of it. Le caractère, la détermination qu'il a, c'est impensable. Ce joueur-là ne se laissera jamais abattre. Il va toujours trouver un moyen d'atteindre le niveau le plus élevé. Puis, les bonnes choses, oui, c'est un bon individu, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, mais au-delà de ça, c'est avec sa détermination, son courage, sa persévérance. Puis, il ne faut pas oublier sa qualité de joueur de hockey. Il est smart, il ne fait pas d'erreur. Il a un QI au-dessus de la moyenne sur la patinoire. Puis, tu sais, avoir un joueur de même dans ton équipe, peu importe le calibre, c'est un privilège. Puis honnêtement, je ne suis pas surpris Il n'a pas de manqué voir ce un qu'il a seul fait. match. Il n'a pas manqué un seul match depuis le début de l'année. Il est le seul attaquant de l'équipe qui a joué tous les matchs. Puis je ne sais pas si tu as eu la chance de voir quelques matchs, là, mais on a souvent comparé son style à la Brendan Gallagher un petit peu. Il fonce devant le filet. Il y a le numéro 11. Bon, il n'est pas du même côté, là, il est gaucher, mais il reste qu'il joue un peu dans cette mentalité-là. Est-ce que ça, tu pensais qu'il réussirait à faire ça au niveau avec des hommes de 25-30 ans? Ben, t'as raison, parce mais comme j'ai dit, il a trouvé un moyen. Il y a un blessé, deux blessés, il s'est retrouvé sur la première ligne lors du premier match. Ouais. Puis ils se sont rapidement, rendus compte que c'était impensable de le tasser de là. Puis, il y a eu des rappels, il y a des joueurs qui sont arrivés, peu importe, il va faire sa place, il va garder sa place. Mais, il n'est pas juste, il est une inspiration pour tout le monde. Il amène les autres. Ça va pas bien, il embarque les autres sur son épaule puis il tire. C'est pas. Souvent, tu as des leaders qui poussent, qui se contentent d'aller dans la bonne voie quand ça va bien. Mais Pin, lui, le fait, même quand ça va moins bien, il embarque tout ça sur ses épaules, il se plie en deux, il force, il pousse, puis de voir ce qui arrive, ce qui lui arrive, je suis aucunement surpris. Puis, on n'a rien vu encore. Il va continuer dans cette veine-là sans aucun doute. J'ai aucun doute à son égard. Il va avoir sa chance dans la Ligue nationale, tu penses? Convaincu un jour qu'il va jouer des matchs. Puis, il va, on regarde Gallagher, tu l'as comparé, ça se ressemble. C'est une bougie d'allumage. Tu as besoin de joueurs comme ça. Au niveau junior, on parle aux scouts. Peut-être qu'ils ne se rendent pas tout le temps compte jusqu'à quel point tu en as besoin des gars de même. Coacher Yanni Gourde dans le passé, Yanni, tu as besoin de des gars comme ça dans ton organisation. Tu as besoin de gars comme ça dans ton équipe pour en inspirer d'autres. Puis, Gallagher, c'est une inspiration avec le Canadien. Harvey-Pinard, à mon avis, un jour va être aussi une inspiration de ce côté-là. Yannick Jean, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste de la série contre le Phoenix de Sherbrooke. Merci. Alors voilà, excellente discussion avec Yannick Jean qui avait de bons mots pour celui qu'il surnomme PIN, Raphaël Harvey-Pinard, donc il connaît beaucoup de succès
Peut-être faire le tour également dans la Ligue de l'Ontario. On a confirmé qu'il n'y aurait pas de match malheureusement cette saison. Alors, c'est terminé pour l'OHL. Ça ira au mois de septembre. Dans la Ligue de l'Ouest, on poursuit le calendrier régulier sans séries éliminatoires. Et il y a déjà des divisions, la division de la Saskatchewan notamment, qui arrive à 24 matchs. Donc, ça va se terminer. On aura réussi à jouer 24 matchs. C'était le souhait exprimé par les dirigeants de la Ligue de l'Ouest d'essayer d'avoir au moins 24 matchs au compteur pour chacune des équipes. Je ne suis pas certain qu'on va y arriver là, pour les 22 équipes, mais en tout cas, les équipes du Manitoba et de la Saskatchewan arrivent à 24 matchs au cours des prochains jours. Je veux vous parler maintenant, et c'est le temps de le faire, du mondial des moins de 18 ans qui commence aujourd'hui dans les villes de Frisco et de Plano au Texas. C'est un championnat mondial des moins de 18 ans, je vous dirais, extrêmement attendu par les recruteurs de la Ligue nationale. Je lisais justement un article en fin de semaine où là, la crème des joueurs des moins de 18 ans va se retrouver pour les 11 prochains jours dans un tournoi très relevé. C'est un tournoi qui est bâti sur la même formule que le mondial junior du temps des fêtes, mais qui est réservé aux joueurs. En principe, cette année, ce serait supposé être aux joueurs nés, comme on dit, en 2003. Il y a quelques exceptions nées en 2004 et une exception née en 2005, Connor Bedard également, mais des joueurs pour la plupart là, qui sont admissibles à la séance de sélection de cette année. Et c'est dans ce tournoi-là, des fois, que se jouent plein de choses pour le repêchage de la Ligue nationale. Le dernier exemple en liste, c'est assurément Jesperi Kotkaniemi, qui avait connu tout un tournoi à ce mondial des moins de 18 ans, qui lui avait fait gagner beaucoup de rangs et qui éventuellement est devenu le choix de première ronde du Canadien, le 3e au total. Je pense que le mondial des moins de 18 ans l'avait beaucoup aidé. Si on monte dans le passé, je me souviens de Jake Allen, qui était un gardien substitut dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Fog Devils de Saint-Jean-Terre-Neuve, avait presque pas joué de match cette année-là. Et quand les Fog Devils ont été éliminés, on l'a invité à faire partie de l'équipe canadienne dirigée par Pat Quinn. On remonte quand même à 2009, 2008. Et Allen avait été excellent, de sorte qu'il était passé d'un candidat gardien de but à être réclamé peut-être en 4e ou en 5e ronde à devenir finalement un joueur de début de 2e ronde. Alors, le mondial des moins de 18 ans, c'est un tournoi extrêmement important. Encore plus dans une année de COVID où il n'y a pas eu de match dans la Ligue de l'Ontario et très peu dans la Ligue de l'Ouest. Bon, il n'y a pas de gars de la Ligue junior majeure du Québec. J'en ai parlé abondamment au cours des dernières semaines. On peut se questionner du bien fondé de ça. Je sais que l'agent Alan Walsh a sorti publiquement sur Twitter pour dire que c'était une très mauvaise décision des équipes de la LHJMQ d'empêcher les joueurs qui auraient pu être là d'y aller. En même temps, ce tournoi-là, en temps normal, l'équipe canadienne est toujours constituée de joueurs qui sont éliminés. Alors, il y a des équipes qui ne participent pas aux séries, plus les équipes éliminées en première ronde. Généralement, Hockey Canada a un bassin de 36 équipes de la Ligue canadienne pour construire sa formation de 23 joueurs. Cette année, on a pris les joueurs de l'Ouest de l'Ontario et ceux du Québec. On a dit, écoutez, ils sont en séries éliminatoires présentement, alors pas question de les libérer. Ce que ça veut dire, si on n'était pas en pandémie, prenons l'exemple, un excellent exemple, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke pourrait être éliminé ce soir. Alors, en temps normal, s'il n'y a pas de quarantaine, s'il n'y a pas de pandémie, il aurait pu sauter dans un avion demain matin si le Phoenix perd et rejoindre l'équipe canadienne. Au pire, rater le premier match demain soir et partir le tournoi à partir de mercredi. Ça s'est vu dans les dernières années, ça. Mais là, évidemment, il fallait qu'il fasse partie de la bulle, il fallait qu'il fasse la quarantaine de 4 jours. Impossible. La formation est nommée et on va vivre avec cette formation-là du côté canadien. Alors, il y a un seul Québécois dans l'équipe. On lui a parlé d'ailleurs il y a 2 semaines, Guillaume Richard, qui a joué cette année dans la USHL. Son équipe l'a libéré pour aller jouer le tournoi. Il pourra revenir et intégrer sa formation pour la suite des séries éliminatoires dans la USHL par la suite. Il était déjà aux États-Unis, alors pas de quarantaine comme telle à faire pour lui. Beaucoup plus simple de joindre les rangs de la formation canadienne. Alors, le programme pour l'équipe canadienne, ça commence demain contre la Suède. C'est assurément le gros match de la phase préliminaire puisque mercredi, vendredi et samedi, le Canada va se mesurer à la Lettonie, la Suisse et le Bélarus. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre que le groupe du Canada est un petit peu plus faible cette année, mis à part la Suède, puisque de l'autre côté, on a les États-Unis, la Russie, la République tchèque, l'Allemagne,
Alors, c'est des plus grosses, et la Finlande, bien sûr. Alors, ce sont de plus grosses formations à affronter. Donc, le Canada a un beau groupe et le match contre la Suède demain va assurément être intéressant. Ce sera à 21 h sur les ondes de RDS. Tous les matchs, d'ailleurs, sont à 21 h. Celui de vendredi va être en différé contre la Suisse en raison d'un conflit horaire. Là. Il y a le match du Canadien, je crois, vendredi soir. Contre les Jets, effectivement. Alors, on va commencer un petit peu plus tard, mais vous ne perdrez rien de l'action. La ronde quart de finale aura lieu lundi prochain, le 3 mai, les demi-finales le 5 mai et les deux finales le 6 mai, toutes à l'antenne de RDS. Le Canada a joué son premier match préparatoire en fin de semaine, 5-1, une victoire contre la Finlande, une victoire au cours de laquelle et Connor Bedard et Shane Wright, qui lui est le capitaine de la formation, ont marqué des buts. Shane Wright, qui est un joueur exceptionnel, mais lui de l'année passée. Connor Bedard, c'est un joueur exceptionnel de cette année. Alors, Bedard est né en 2005, Shane Wright est né en 2004, mais même s'il est un des plus jeunes joueurs de l'équipe, Shane Wright a quand même été nommé capitaine de la formation canadienne pour ce tournoi-là. Le tournoi qui, je le rappelle, commence aujourd'hui. Il y a 4 matchs. La République tchèque contre l'Allemagne, le Bélarus contre la Suède, la Russie contre les États-Unis. Ça, c'est un gros match en partant. Et la Lettonie contre la Suisse. Hier soir, pendant qu'il profitait d'une soirée de congé, on a fait un petit brin de discussion avec l'attaquant Shane Wright des Frontenacs de Kingston. Évidemment, l'entrevue est en anglais. C'est pas très long, ça dure environ 5-6 minutes et j'aurai l'occasion de vous traduire un petit peu tout ça par après. Mais ce bonhomme, Shane Wright, si vous ne le connaissez pas encore, retenez son nom. Il y a de très bonnes chances qu'il soit le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale, pas cette année, en 2022. Voici Shane Wright. Que je vous l'avais mentionné un petit peu plus tôt, notre invité Shane Wright des Frontenacs de Kingston qui va participer au championnat mondial des moins de 18 ans. Shane, first of all, thank you very much for being with us. Finally, you're going to play some games this year. I'm sure it was horrible for you the past, 8 or 9 months without playing hockey at all. So how does it feel right now? Yeah, it feels amazing. Like you said, I think it's been over a year now since I last played a game. So it's nice to finally get out with the team and be able to practice and finally be able to play a game. How tough it is for you guys. I think you're 13 from the OHL that haven't played a single league game this year. I know a couple of your teammates went to Europe and played some games, but how tough do you think it's going to be to catch back the feeling of the game shape, I would say? Yeah, it'll be difficult. I think taking that amount of time off, I think it really it can really impact your game legs and your decision making on the ice. I'm just trying to take it one practice, one shift at a time, and just try to keep up out there and making sure that I'm doing whatever I can to make a difference and help my team out. Can you tell us a little bit how it was for you since you got there in Texas? I think you had to quarantine, but now you played one game on Saturday. So how things have been so far in Texas? Yeah, so we got here a week ago yesterday. We all had to quarantine for 4 days in our hotel rooms. And then 3 days ago, we were able to get out for our first practice with our team. And then yesterday we had our first exhibition game against Finland. So for me, it was I mean, it's unreal experience, to be here in Dallas, be with Hockey Canada, represent my country, and be able to play hockey games after so long off the ice. Tell us about that game. I mean, 49 shots on goal, 5-1 win. So it was not that bad for a first repetition. Yeah, I mean, I think just overall we gelled really, really well as a team. I think our team chemistry and the mood around the room is everyone's really close, and I think in the short-term competitions, I think that's a really important thing. So really happy with the way we performed yesterday. Obviously, it's an exhibition, so it doesn't really mean much. We get the real tournament start here on Tuesday. Even if you are one of the youngest player on the team, I know there's Connor Bedard too, but you're one of the youngest. They give you the C as the captain of the team. It's probably a great honor to do that at 16 years old. Yeah, huge honor for me. Anytime I get to wear the C for any team, let alone with Hockey Canada, it's an incredible honor. But I don't think leadership has anything to do with age. I think it's your attitude, the way you approach everyone, the way you treat your teammates and treat your coaches, and just the way you go about your daily business, in day-to-day life. So I think obviously, like I said, it's a huge honor, and just really thankful to be named captain.
You look at the group that you have to face in Dallas. It's going to be Sweden the first game, so probably the toughest game to start. Is it okay to start against them? I don't. Want to say that the other teams are going to be weaker, but probably they will be. So, Switzerland, Belarus, or Latvia, whatever. So Sweden is a big test right from the start on Tuesday night. Yeah, Sweden's such a hockey powerhouse when it comes to international play. So it'll definitely be a fun game. Definitely nice to see how we stack up against them. Obviously, just really looking forward to it, and can't wait to go and play them. Shane, it's not your draft year, of course, but for all your teammates that are on their draft year this year, do you feel for them like there's a little bit of pressure because they haven't played much this year and they want to show the scouts that they still where they were last year when they left before the COVID? So do you feel for them a little bit of more pressure maybe than it is for you or for Connor? Yeah, no, I do feel for them. It's definitely tough, trying to, go into your draft year and be drafted by an NHL team, without playing that many games this year. So it's definitely a important tournament for those guys in their draft year. But I think they're just taking it in stride. They're taking it one game at a time, and just trying to stay relaxed up there and just play their game and have some fun. There was a lot of talks about you all over a year last season, but there's another guy now that there's drawing the attention. Tell me about him a little bit. He's only 15 and he's playing so good in the Western Hockey League. What can you tell about him? Maybe compared to you, what you live, not necessarily on hockey side, but from all the distractions around. And yeah, I mean, obviously he's a special player. Well deserving of being granted exceptional status. Just see what he's done so far in the WHL, how well he's played so far, and just being able to interact with him here in Dallas and be able to talk to him and play with him. He's an even better person, and he's a really good guy to have on your team, and he's really a fun guy to play with as well. We talked a lot here in Quebec, in the province of Quebec, the fact that the QMJHL players weren't able to be part of the team. If we accept Guillaume Richard, one of your defensemen, there's no guys from the Q. Probably your team could have been stronger with a couple of guys from here. Did the guy talk a little bit about that, or is it like too bad that they're not there because of the playoffs over here? Or I mean, a little bit, but I don't think that's something we're really focusing on. Obviously, it's unfortunate that the QMJHL players aren't able to come over and play in this tournament. But it is what it is. It's nothing we can control. And all we can control is going out and playing our game and go win a gold medal. It's unfortunate for them, but at least they got a season that you guys didn't have. So maybe it's the price to pay to have a season. They played. They're still in the playoffs right now. Well, Shane, it's going to be fun for us to follow you on TSN and RDS. We're showing a lot of those games, and let's hope everything's going to go well for you guys in the next couple of days, and it's going to be fun for everybody to see you play and all your teammates. Thank you very much for doing this. Yeah, thank you very much for having me on. Appreciate it. Alors voilà, donc Shane Wright, j'avais été le rencontrer l'an dernier à Kingston pour un reportage dans le cadre de Hockey 360 et je dois vous dire que j'ai déjà senti une différence au niveau de la maturité, beaucoup plus... on sent que le bonhomme a vieilli, il a seulement 16 ans quand même, là, mais beaucoup de maturité. Alors pour résumer un peu ses propos, tellement heureux de finalement jouer au hockey après plus d'un an d'absence. Je lui ai parlé du fait que 13 des joueurs de l'équipe canadienne proviennent de la Ligue de l'Ontario qui n'ont pas joué de match cette saison. Alors, c'est des joueurs qui avaient 16 ans l'an passé en Ontario qui ont eu de bonnes saisons. Des gars ont marqué 20 buts, 18 buts. Bon, lui, il en a marqué 39, évidemment, là, comme joueur de 15 ans. C'est assez exceptionnel. Mais il dit, oui, ça va peut-être être difficile un petit peu au début de retrouver nos jambes, retrouver le synchronisme. Mais il dit, on a quand même l'expression en anglais, là, on a gelé ensemble, on a construit une belle chimie ensemble dès le départ et ça a bien paru dans cette victoire de 5-1 du Canada contre la Finlande samedi. 49 tirs au but. On a utilisé les 3 gardiens de but, chacun une période. Shane Wright pivotait le premier trio au centre avec Brennan Hartman, qui a été le deuxième choix au total derrière lui l'an passé en Ontario. Et Dylan Gunter, qui va peut-être être le premier choix cette année, en tout cas qui est un candidat pour devenir le premier choix cette année. Ça va être un premier trio là, extrêmement solide, j'ai l'impression. Connor Bedard se retrouvait sur le deuxième trio avec McTavish et Stillman. Pour compléter un peu sur ce que Shane Wright a dit, il a obtenu le C de capitaine. Il dit, même si je suis un des plus jeunes, il ne pense pas que le leadership, c'est une question d'âge, mais plus la façon dont on se comporte et tout ça.
Il y avait déjà une lettre sur son chandail à Kingston l'an dernier. On lui avait donné un A à la pause de Noël après avoir effectué certaines transactions. Et dois-je rappeler qu'il n'avait que 15 ans, de jouer avec des gars de 19 et de 20 ans. Le test, évidemment, c'est demain contre la Suède, sans mentionner que les autres équipes sont faciles. Ben, il reste que la Suède, c'est la meilleure équipe à part le Canada dans ce groupe-là. Je lui ai parlé de l'absence des joueurs du Québec. Oui, c'est dommage. Notre équipe aurait pu être meilleure, mais en même temps, on se concentre sur les joueurs qui sont ici. C'est la façon de faire de Hockey Canada. On n'a pas de préférence qu'on vienne de l'Ontario, de l'Ouest ou du Québec. Un petit mot également sur Connor Bedard. C'est un joueur spécial, mérite amplement d'avoir reçu le titre de joueur exceptionnel qu'on lui a permis de jouer à l'âge de 15 ans cette année dans la Ligue de l'Ouest. Alors, c'est vraiment une très bonne chose là, d'avoir ce tournoi-là qu'on n'a pas eu l'année passée et qui, honnêtement, nous a manqué dans l'évaluation des joueurs en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale. C'est habituellement toujours le dernier tournoi pour bien évaluer les joueurs. Cette année, non seulement c'est le dernier, mais c'est presque la seule occasion qu'on a eue là, pour voir ces joueurs-là. Vous mentionnez là, pour les amateurs de repêchage, si on se fie à la liste de la Ligue nationale, qui n'a pas eu de liste numérique cette année, mais ce qu'on appelle les espoirs de catégorie A, là, les espoirs de première ronde, on en retrouve quand même au sein de l'équipe 2 défenseurs, Corson Coolmans et Brand Clark. Et il y a 4 attaquants également qui ont reçu Connor Roulette et Dylan Gunter et Mason McTavish. Il y a 2 blessés malheureusement. Carson Lambos, qui a été blessé, a été remplacé comme défenseur. Et dans le cas de Cole Sillinger, lui a été testé positif à la COVID. On ne l'a pas remplacé chez les attaquants, évidemment en raison de la quarantaine. Alors c'est dommage, ces 2 bonhommes-là ne seront pas là. Des choix de première ronde dans le junior, Dylan Gunter, c'est le premier choix de la Ligue de l'Ouest en 2018. Connor Bedard en 2020. Et Shane Wright, premier choix de la Ligue de l'Ontario en 2019. Le Québécois Guillaume Richard jouait sur un duo avec Brand Clark, qui était, semble-t-il, le premier duo de défenseurs de l'équipe. Et Guillaume Richard, qui cette saison a joué pour Tri-City dans la USHL, 16 points en 46 matchs. C'est Dave Barr qui est l'entraîneur-chef de cette équipe-là et un de ses adjoints, c'est Gordy Dwyer, l'ancien entraîneur-chef de Charlottetown et de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, très intéressant à suivre. On a 9 matchs sur les ondes de RDS à compter de demain jusqu'à jeudi, le 6 mai prochain. Bien hâte de suivre ce tournoi. Peut-être vous mentionner, avant de vous laisser, que la saison a pris fin dans la USHL ce week-end et Sean Farrell, un espoir du Canadien, a terminé au premier rang des compteurs et il a réussi à se rendre au fameux plateau des 100 points. 2e joueur seulement de l'histoire de cette ligue, 101 points en 53 matchs cette saison, 29 buts, 72 passes. Il a terminé 16 points devant son plus proche poursuivant. Alors, Sean Farrell, qui devait jouer à Harvard cette année et qui, en raison de la pandémie, a plutôt décidé de demeurer dans la USHL. On lui a parlé sur la glace il y a quelques semaines, vous vous souvenez. Alors, Sean Farrell, excellente saison pour un espoir du Canadien. Il y a un gardien de but qui appartient aux Canadiens également dans cette ligue-là, qui a terminé au premier rang pour les victoires. Jakub Dobeš, un gardien de but tchèque qui joue avec les Lancers d'Omaha. 26 victoires, 16 défaites, 2 défaites en prix d'égalité, une moyenne de 2,48 cette saison. Alors voilà donc pour 2 espoirs du Canadien qu'on suit à distance, Farrell et Dobeš. Qui ont connu une excellente saison dans la Ligue de hockey USHL, la Ligue junior des États-Unis. Peut-être vous mentionnez également le premier but en carrière pour Alex Barré-Boulet, cet ancien des Voltigeurs de Drummondville et de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui a marqué son premier but avec le Lightning de Tampa Bay hier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a marqué ce premier but sur une aide d'un autre ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville, Andrei Palat. Alors, connexion Drummondvilloise pour le premier but en carrière de Alex Barré-Boulet dans la Ligue nationale. Un moment, évidemment, qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'était un beau but en plus, un tir sur réception. Alors, c'est vraiment un moment là, spécial pour le jeune Barré-Boulet qui est originaire là, dans le coin de Montmagny. Alors, c'est un moment qu'il n'oubliera pas. Petit éphéméride, Ligue junior majeure du Québec, il y a 40 ans aujourd'hui, le 26 avril 1981,
Et là, je vous ramène loin. Scott Arniel marque un but en prolongation pour les Royals de Cornwall dans le match numéro 5 de la finale de la Coupe du Président contre les Draveurs de Trois-Rivières. Et c'était la première fois de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, il y avait une douzaine d'années à l'époque, que le but gagnant de la Coupe du Président se marquait en prolongation. Scott Arniel, qui a joué dans la Ligue nationale par après. Et cette année-là, les Royals de Cornwall remportaient une deuxième Coupe du Président de suite et allaient quelques semaines plus tard remporter une deuxième Coupe Memorial de suite. Alors, 40 ans aujourd'hui, donc, pour cette conquête des Royals de Cornwall. C'est notre petit éphéméride de la semaine. Je veux souligner aussi la nouvelle de Hockey Canada au cours de la dernière semaine. Roberto Luongo, ancien gardien de la Ligue junior majeure du Québec, gardien québécois qui a été nommé là, à la tête de l'équipe canadienne pour le mondial senior de hockey qui aura lieu le mois prochain, qu'on va aussi présenter sur les ondes de RDS. Alors, Roberto Luongo qui gagne ses galons de plus en plus du côté administratif et on en est évidemment pleinement content de voir Roberto dans cette position-là. Alors voilà, ça complète notre Sur la glace numéro 27 de la saison 2020-2021. Je remercie mes invités, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi et Shane Wright des Frontenacs de Kingston. À la technique, Félix Payet, à la coordination, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. C'est notre petite équipe qui, à chaque semaine, essaie de vous mettre une bonne petite émission là, de 45-50 minutes pour faire le tour de ce qui se passe sur la scène du hockey amateur, hockey en dessous de ce qui se passe dans la Ligue nationale. Je serai à la barre de l'antichambre ce soir, Canadien contre Calgary. Le Canadien ne peut peut-être pas se permettre d'en échapper une troisième de suite. Ça va devenir un petit peu compliqué par la suite. On attend toujours de voir ce qui va arriver avec Cole Caulfield, qui est avec l'équipe du Canadien, mais qui n'a toujours pas joué de match. Est-ce qu'éventuellement il aura sa chance? Est-ce qu'il va revenir avec le Rocket de Laval pour le dernier stretch? On verra bien. Alors voilà, c'est tout. Je vous salue. Je vous dis à la semaine prochaine.